Hey, salut tout le monde. Ouais, je les suis bien quoi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale sur Célébration, la série des 25 ans de la licence Pokémon, et on va vous raconter 25 anecdotes sur cette série assez particulière. Et restez bien jusqu'à la fin parce que la 17ème va vous étonner. Oh putain! Putain de merde! Pour ce faire, je ne suis pas seul et je serai accompagné de Idir PKMN. Coucou! Alors commençons par présenter la série. C'est une série spéciale au même titre que Destinée Radieuse, Destinée Occulte ou encore Génération, dans le sens où les boosters ne sont pas disponibles en display mais à travers toute une panoplie de produits. C'est une nouvelle série de reprises, c'est-à-dire qu'elle reprend des cartes déjà apparues auparavant comme on avait pu voir dans le passé avec Legendary Collection ou encore Base Set 2 et même plus récemment Evolution. Le mode de publication de la série ne sera pas le même partout dans le monde. En France on n'aura pas de display mais c'est pas le cas partout. En Occident en général la série va sortir à travers des coffrets ou des ETB, mais en Asie la série va avoir une display de 10 boosters. Au Japon cependant les boosters ne contiendront que des cartes de la série classique. Les reprints eux seront disponibles seulement dans des boosters de une carte qui dépendront du nombre de boosters que vous avez acheté. Normalement en achetant une display vous devriez recevoir 4 boosters de reprint et en achetant 4 boosters vous devriez recevoir un booster de reprint. Enfin ça c'est dans un monde où les gens sont pas des armes crevards et vendent pas les boosters de reprint à l'unité à côté. Allez niquer vos putains de darons. Pour Taïwan les reprints seront distribués comme des promos dans des tripacks ou des coffrets exclusifs. En Asie, les cartes auront un logo 25 ans qui changera de couleur en fonction de si la carte est une nouvelle carte ou un reprint. Cependant, la version occidentale reprendra ce que beaucoup vont appeler le Pikachu McDo, qui n'est pas un Pikachu obèse, mais un Pikachu avec le chiffre 25 dans les joues. Celui-ci aura été utilisé tout au long de l'année pour fêter les 25 ans, dans la série McDo notamment, mais également dans la série des céréales General Mills, ainsi que sur les promos Jumbo des starters que les magasins étaient censés vous filer gratuitement quand vous achetiez du Pokémon, mais qu'ils ont préféré vendre à la place. On va passer à l'analyse de la série principale qui va concerner toutes les nouvelles cartes de cette série. Chaque Pikachu de la série principale reprend un Pikachu déjà existant. C'est le cas du Pikachu Full Art dit Gros Kachu qui est une reprise de celui du set de base. Pikachu Surfer et Pikachu Volant qui étaient distribués dans le magazine Korokoro au Japon. Ces cartes là ont été distribuées comme promo au tournoi aux États-Unis. Il faut savoir que ces 3 cartes ont d'ailleurs déjà eu le droit à un redesign dans la série Révo Émergent en 2009. Les nouvelles cartes sont à l'effigie des 2 Pokémon légendaires principaux de chaque génération, ceux qui sont généralement sur la jaquette des jeux, à 2 exceptions près. Pour la première génération, on a uniquement Mew, pas de Mewtwo, et de toute façon c'était pas des légendaires sur les boîtes des jeux. Et pour la 7ème génération, on a bien Solgaleo et Lunala, qui sont sur les boîtes des jeux, mais on a aussi leurs 2 pré-évolutions, Cosmog et Cosmovoom. Lily apparaît d'ailleurs sur les 4 cartes. On peut parler du choix de Mew pour la première génération, que je trouve assez bizarre vu que c'est un Pokémon fabuleux, comme Celebi, Jirachi, tout ça, c'est pas un Pokémon légendaire principal. Dans la logique des choses, ça aurait dû être Mewtwo plutôt que Mew, mais pourquoi pas. Chaque duo de cartes, et même quatuor pour la 7ème génération, est illustré par un même illustrateur, ce qui crée une harmonie entre les légendaires d'une même génération. Et j'ai envie de citer 2 anecdotes sur 2 duos particuliers. Le binôme Reshiram Zekrom est illustré par Aya Kusube, artiste qui a déjà illustré un Reshiram par le passé dans la série Noir et Blanc Legendary Treasures, et on constate qu'elle a gardé exactement le même style pour faire ce nouveau Reshiram, le même code graphique, mais en le représentant cette fois de profil, alors qu'il était de face dans Legendary Treasures, comme mon cher camarade Omerkun vous le montre à l'écran, s'il est pas trop mauvais en montage. Bah ouais, sale bâtard! Deuxième anecdote qui concerne Kyogre et Groudon. Les 2 légendaires de la 3ème génération, ils sont illustrés en compagnie de leur team, respectivement la team Aqua et la team Magma. Ça fait écho à l'histoire des jeux Pokémon Ruby et Saphir évidemment, mais aussi à plusieurs cartes qu'on a pu avoir par le passé. Kyogre de la team Aqua et Groudon de la team Magma qu'on a pu avoir dans la série X Aqua vs Magma, et surtout plus récemment dans XY Double Danger, que dans Double Danger on voyait apparaître le leader et la lieutenant de chaque team. Exactement les mêmes que pour les cartes de Célébration. Donc en fait, les Full Art de Double Danger, c'est un peu les versions Full Art des cartes qu'on a dans Célébration. Recherche professorale est une carte qu'on voit apparaître dans le jeu de cartes Pokémon depuis plusieurs séries déjà. Plusieurs professeurs différents y ont eu droit. On a d'abord eu la prof de la 8ème gène, Magnolia. Ensuite on a eu la prof de la 5ème gène, qui est Teleria. Et plus récemment on a eu le prof de Pokémon Go, Willow. On a donc une nouvelle itération de cette carte, avec l'iconique professeur Chen cette fois-ci. Malgré les changements de prof, la carte elle a toujours le même effet, qui est de défausser sa main, puis piocher cette carte. Et au-delà de ça, c'est surtout le grand retour d'une vraie illustration de Ken Sugimori. La dernière fois qu'il a réellement illustré une carte, et je parle pas des collages d'artwork officiels sur des fonds bidons, où on a écrit illustration by Ken Sugimori alors que rien à voir, et bah c'était il y a 6 ans sur une carte Giovanni's Shim, un Giovanni Full Art. La carte recherche professorale normale innove totalement dans son illustration. On avait déjà vu des cartes dont l'illustration sort du cadre, mais c'était surtout pour donner une impression de puissance à un Pokémon par exemple. Le Pokémon n'utilisait pas la carte comme décor, juste il sortait du cadre. Dans l'illustration qu'on a ici, le professeur Chen utilise la carte comme support. Il l'utilise comme si c'était une table, il écrit dessus. C'est d'ailleurs la première fois, c'est la première fois qu'une carte brise le 4ème mur, si on peut dire ainsi. Si on zoome bien, on voit qu'il est écrit « Abonnez-vous à Omerkun et Idir PKMN ». No fake. La carte de Lunala et Lily est un clin d'œil pour fêter les 2 ans du Gacha Game Pokémon Master, où le duo est mis en avant pour fêter cet événement dans le jeu.
Parlons maintenant des cartes promo. Le thème des cartes promo occidentales, c'est d'être anachronique. Ils ont repris des raretés ou des concepts d'anciennes séries et ils les ont appliqués à des nouveaux Pokémon qui n'existaient pas à cette époque. Ils ont repris ou essayé de reprendre les effets holographiques de l'époque, contrairement au reprint dont on parlera plus tard. Et j'ai envie de parler vite fait de l'une de ces cartes promo, le Lance Charizard, le Dracofeu de Peter. C'est pas la première fois qu'il est représenté dans le jeu de cartes Pokémon. Il y avait déjà un Dracofeu de Peter dans la série VS, exclusivité japonaise. Et la particularité de VS, c'était que pour chaque dresseur, il y avait un même illustrateur. Donc je suis un peu triste du fait qu'ils n'ont pas rappelé la même illustratrice que pour VS, Ayako Sube, pour faire ce nouveau Dracofeu de Peter. La carte Greninja Star marque le grand retour des stars après plus de 13 ans. On peut dire que c'est une vraie star car l'illustration est faite par Masakuzu Fukuda, l'illustrateur original des stars du bloc X. Il utilisera d'ailleurs encore une fois le nombre d'or pour cette illustration. Quand on a su qu'il y allait avoir une nouvelle star, des personnes lui ont demandé s'il était au courant sur Twitter et il a fait genre l'air de rien, histoire de troller un peu. Le Pikachu VMAX est la seule carte promo qui existait déjà en japonais sous forme de promo. Pour avoir celle-ci, il fallait acheter des boosters de l'équivalent japonais de voltage éclatant, et en fonction du nombre de boosters achetés, on vous donnait un booster promotionnel où vous aviez la possibilité de trouver ce fameux Pikachu VMAX. C'est donc la première fois qu'on a l'occasion d'avoir ce Pikachu en français, et c'est une bonne chose quand on sait que celui-ci part à plus de 350 $ dans sa version originale japonaise. En France et en Occident, les Pikachu V et V Union sortent de ce fameux coffret, mais ce n'est pas le cas partout. Au Japon, si vous voulez avoir ces cartes, il vous faudra piocher dans des boosters de la série principale. Heureusement, ils ont pas fait les bâtards, les 4 parties sont dans le même booster. La carte de Pikachu V Union rassemble 25 artistes du jeu de cartes Pokémon, certains très emblématiques comme Mitsuhiro Arita, Atsuko Nishida, mais aussi des nouvelles têtes, et notamment les gagnants des 2 derniers concours d'illustration au Japon participent aussi à cette carte V Union. Donc on a Yu Nishida qui a illustré le Gardevoir de 2019, puis Jiro Sasumo qui a illustré le Dracofeu de 2020. Salarsen lumineux est un clin d'œil à Neo Destiny, seule série du TCG à avoir des Pokémon lumineux, mais si on regarde encore plus profondément, au niveau de l'univers de la carte et de son illustrateur, Naoyo Kimura, on peut même dire que c'est un clin d'œil direct à une carte en particulier de Neo Destiny, le Voltali lumineux. Le Pokémon principal de l'illustration est de type électrique, et il est accompagné par des plus petits Pokémon autour de lui, dans une sorte d'alchimie entre ce gros Pokémon électrique et les petits Pokémon de la forêt. On aura aussi eu le droit à des super cartes promo vraiment sympas à avoir, à savoir les cartes de Wish. Ce qui est intéressant avec ces promos, c'est qu'on retrouve énormément de mauvaise foi à ce sujet. Ouh. Certains disent que c'est quand même beaucoup mieux qu'une carte Wish et qu'elles sont magnifiques. Alors ok, c'est un peu mieux que des cartes Wish, mais ça n'en reste pas moins dégueulasse. On va maintenant passer au reprint de cette série, et on va commencer par 3 des cartes les plus populaires de ce set, à savoir le triptyque des starters du set de base. Il faut savoir que c'est assez exceptionnel de voir Tortank et Florizarre reprint. Dracofeu, lui, il avait déjà eu le droit à un rework dans le bloc Diamant et Perle, ainsi qu'à un reprint dans XY Evolution, mais c'est la première fois qu'on voit ces cartes reprint depuis le bloc Wizard, avec les séries Legendary Connection et Base Set 2. En japonais, ça sera même la première fois que ces cartes sont reprint depuis le set de base. Les cartes reprint de Célébration gardent le design, le logo et la numérotation de leur série d'époque, ce qui en fait un concept différent des reprints qu'on a pu voir dans des séries comme le Base Set 2, Legendary Collection ou XY12. La seule chose qui change vraiment entre un reprint de Célébration et une carte d'origine, c'est l'effet d'holographisme, et évidemment le logo dégueulasse des 25 ans. Il y a une petite différence supplémentaire en plus pour les cartes du bloc Wizard, c'est la disparition du copyright Wizard of the Coast pour ne laisser que Game Freak. J'ai vu beaucoup de gens discuter et remettre en question le choix de certaines cartes reprint. Les starters du set de base, Noctalistar, tout ça, ça fait l'unanimité. Mais des cartes comme Kaorin, par exemple, nettement moins. Pour comprendre leur présence, il faut savoir que ces cartes étaient extrêmement fortes et très utilisées dans le jeu de cartes Pokémon. On a tendance à voir uniquement l'aspect collection, mais c'est des cartes iconiques dans l'aspect jeu, celles-ci. Par exemple, vous savez peut-être que Pokémon Company commercialise chaque année 4 decks, qui sont des decks qui ont été utilisés au championnat du monde de la même année. Et bah si on prend l'année 2009, sur les 4 decks qu'ils ont commercialisés en 2009, 3 decks utilisaient Kaorin. Donc Kaorin, c'était vraiment la carte cheatée et super utilisée dans le jeu à l'époque. Alors personnellement, j'ai développé un théorème assez simple. Si en voyant une carte reprint vous vous dites que vous en battez royalement les couilles, c'est qu'elle était très jouée à l'époque. Célébration et ses reprints vont également permettre aux collectionneurs français d'avoir des cartes jamais sorties auparavant en France. C'est le cas notamment du fameux Noctali qui était dans les boosters Pop 5 ou en promo au Japon, mais également des cartes Gym ou encore cette trainer qui vient de X Team Rocket Returns. Pour la carte Pikachu Birthday, c'est un secret pour personne je pense, mais en vrai c'est Pikachu de Le but c'est que tu marques ton prénom dessus pour que ça devienne ton Pikachu. Cette carte fera également des dégâts bonus si c'est le jour de ton anniversaire. Alors évidemment cette carte a été bannie des tournois.
Et voilà la Team Rocket est la première carte secrète à être sortie au Japon, et je pense qu'elle a été intégrée dans le set dans ce but là justement. En tant que première carte secrète de l'histoire de Pokémon, elle a une place importante, mais en Occident c'est pas une secrète cette carte là. Et la première secrète en Occident c'est le Raichu Obscur de la série Team Rocket. Donc on peut regretter, je trouve, qu'il soit pas de la partie. Là il aurait pu remplacer Léviator Obscur par exemple de la même série. C'est dommage, je trouve ça bizarre. Mais en tout cas, pour plus d'infos concernant les premières secrètes au Japon et en Occident, il y a une vidéo pas mal à ce sujet sur la chaîne de Idir PKMN, je crois, un truc comme ça. On remarque dans les reprints que tous les blocs ont été représentés, sauf le bloc e-series avec le fameux contour code barre. Ça implique donc qu'on retrouve pas de reprint de cartes cristal, ce qui est un peu dommage. Alors pour expliquer pourquoi on retrouve pas ce type de carte, nous avons deux théories. La mienne, c'est que les cartes demanderaient un type d'impression trop différent de celui qui est utilisé aujourd'hui, et que ça aurait été trop le bordel de les mettre dans la série. Mais d'après Idir, ça serait parce que Pokémon Company a tout simplement beaucoup trop honte de cette série, et qu'ils ont préféré Ray Charles le truc en disant que ça n'avait jamais existé. Enfin, on va finir sur le Noctowl Star pour comprendre un peu pourquoi cette carte c'est l'événement. Alors déjà aux US, il fallait la trouver dans des boosters Pop 5 et c'était une carte plutôt galère à choper. Et en plus de ça, il est pas holo, donc ce qui est dommage pour une Gull Star. En japonais, elle a été distribuée pour les joueurs de tournoi contre 70 000 points obtenus en gagnant des matchs. C'était la récompense maximum que l'on pouvait obtenir à l'époque et très peu de joueurs ont réussi à atteindre le nombre de points requis permettant d'obtenir la carte. La version originale japonaise du Noctowl Star est clairement une des cartes les plus rares de Pokémon jamais sorties. Elle est tellement rare qu'il n'y a aujourd'hui que 24 exemplaires de cette carte à s'être fait grader par PSA. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Merci à Idir d'être venu. N'hésitez pas à aller suivre sur YouTube si vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire du jeu de cartes Pokémon. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Insta, je poste très souvent des conneries en story, c'est là où je suis le plus actif. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. J'ai les mêmes bâtons que dans City Hunter. Bitch, regarde Malias, donne-moi ton number. Je suis solitaire et je suis bon pour faire l'oseille. Et je peux mettre 2 solitaires sur tes oreilles. Négro et deep, fleur dans le zip, rentre dans le V, suce dans le J. Négro et deep, fleur dans le zip, rentre dans le V.